C'est l'heure du journal de l'économie sur Sika TV. Ravi de vous savoir au rendez-vous. On démarre tout de suite avec un aperçu du menu. Une table ronde des bailleurs de fonds sera bientôt organisée en République centrafricaine. Elle devrait se tenir au mois de novembre 2017. Le volume de thé exporté connaît une baisse au Kenya. Il a chuté de 18% au premier semestre 2017. Enfin, le financement du secteur privé est mis à mal au Zimbabwe à cause des emprunts de l'État auprès des banques locales. D'ici la fin de l'année, la République centrafricaine va accueillir une deuxième table ronde des investisseurs. Ces assises qui bénéficient de l'appui de plusieurs bailleurs de fonds, dont notamment la Banque mondiale et la Société financière internationale, se tiendront probablement à Bangui au cours du mois de novembre 2017. Pour la deuxième fois en un an, la République centrafricaine s'apprête à organiser une table ronde des donateurs, soutenue par plusieurs bailleurs de fonds dont la Banque mondiale et la Société financière internationale. Cette rencontre permettra aux dirigeants du pays d'avoir des échanges directs avec les donateurs et investisseurs prêts à injecter des capitaux sur des secteurs précis. Elle s'inscrit en droite ligne du plan de redressement économique mis en place avec le Fonds monétaire international dans le cadre de la stratégie de relance de l'économie du pays. Les ressources qui seront mobilisées permettront d'acquérir les équipements et la ressource humaine nécessaires à la mise en œuvre de ce plan d'urgence. Toute chose qui tranche avec la première table ronde des bailleurs de fonds organisée en novembre 2016 à Bruxelles en Belgique, où des promesses de financement pour 1600 milliards de francs CFA avaient été récoltées. Mais finalement, ce sont seulement 940 milliards de francs CFA que la communauté des bailleurs a injecté dans le pays, selon le rapport de mi-parcours qu'elle a présenté au mois de juillet 2017. À en croire certaines sources, le gros de ces financements intègre le portefeuille normal de ses partenaires techniques et financiers. Le Fonds monétaire international et l'État camerounais peinent à accorder leur violence sur la gestion des finances publiques au Cameroun, alors que Yaoundé se targue d'une bonne exécution du budget d'investissement au terme du premier semestre 2017. Le FMI les exhorte à faire plus d'efforts pour activer l'assainissement des finances publiques. Le Cameroun doit continuer à faire beaucoup d'efforts pour assainir ses finances publiques. C'est la conclusion à laquelle a abouti une mission d'évaluation du Fonds monétaire international au terme d'un séjour dans le pays. Une conclusion rendue publique alors que les autorités camerounaises se réjouissent du taux d'exécution du budget d'investissement public au terme du premier semestre 2017. Selon le président Paul Biya, la bonne gestion des finances publiques du Cameroun a permis une réalisation du PIB à 53%. Un avis que ne partagent pas les experts du Fonds monétaire international qui estiment que le gouvernement camerounais doit encore mieux faire. Ceci après avoir évalué la facilité élargie de crédit d'un montant de 390 milliards de francs CFA accordés au Cameroun par le FMI au mois de juin 2017 et échangé avec les autorités camerounaises sur la situation des grands projets d'investissement, l'état d'avancement des projets spéciaux et l'exécution du plan d'urgence, sans oublier les chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019 prévus au Cameroun et les emprunts extérieurs engagés et envisagés pour 2017. Même si Yaoundé ne partage pas la position des experts du FMI sur ces différents dossiers, elle compte bien appliquer leurs recommandations. Le pays veut cependant d'abord s'assurer d'une plateforme de concertation harmonisée par tous les États de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale sous contrat avec le FMI. Ethiopian Airlines a fait une offre pour acheter le transporteur aérien Arik Air. Cette compagnie privée nigériane qui était quasiment tombée en faillite avec une dette de 840 millions de dollars avait été reprise par le gouvernement nigérian au début du mois de février 2017 pour la sauver de ses difficultés financières. Ethiopian Airlines est en compétition avec d'autres compagnies aériennes. Elle a soumis une offre dont le montant n'a pas été dévoilé, mais qui a été élaborée sur la base des termes et conditions fixés par le gouvernement du Nigeria.
Je le disais en titre, au terme des 7 premiers mois de 2017, le Kenya a exporté 257 000 tonnes de thé, soit une hausse de 18% par rapport au stock expédié en 2016 et qui se chiffrait à 314 000 tonnes. Selon le directoire kényan du thé, cette baisse peut se justifier par le recul de 17% du volume de feuilles sur cette période, en raison notamment du temps chaud et sec qui avait sévi durant le premier trimestre 2017. Ce qui a non seulement entraîné une faiblesse de l'offre sur le marché, mais a également contribué à faire bondir le prix de la denrée de près de 40%, soit 3,2 $ le kilogramme, sous l'effet donc de l'accroissement de la demande. Il faut dire que le Kenya est le 3e producteur mondial de thé avec 473 000 tonnes en 2016 et le premier exportateur de thé noir au monde. Le pays exporte les 95% de sa récolte de thé vers de nombreuses destinations, parmi lesquelles le Pakistan, l'Égypte, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, l'Afghanistan, le Soudan, mais aussi la Russie. L'économie zimbabwéenne reste plombée par un niveau d'endettement public élevé. Cette situation enlève aux autorités du pays toute possibilité de financement extérieur. Conséquence, ces autorités s'approvisionnent désormais auprès des banques locales au détriment des entreprises privées. Entre janvier et juin 2017, le niveau des avoirs en bons du trésor des banques zimbabwéennes a augmenté de 87% par rapport à la même période en 2016. Il s'agit là d'une conséquence de la situation économique délétère qui sévit au Zimbabwe. En effet, bien qu'il ait réglé sa dette de 107 millions de dollars auprès du FMI en octobre dernier, l'État zimbabwéen est encore redevable à de nombreux créanciers. Conséquence, le niveau d'endettement public du pays est resté élevé. Ce qui contraint les autorités du pays, qui ne peuvent plus avoir recours à des financements extérieurs, à s'approvisionner désormais auprès des banques locales, pénalisant ainsi les entreprises privées. Cette situation, associée à la croissance des activités informelles, l'insuffisance de recettes budgétaires, la baisse des entrées de capitaux et des recettes d'exportation, ainsi que les déséquilibres extérieurs et fuites des capitaux, a enfoncé la performance économique du pays. En 2016, la croissance du PIB s'est soldée à 0,7% contre 1,4% en 2015. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est juste après ceci. Vous l'aurez compris, nous retrouvons ainsi Casimir Pédion, notre chroniqueur. Bonjour Casimir et bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez au Burkina Faso pour parler élevage. Comment justement se porte ce sous-secteur dans ce pays? Le secteur se porte à merveille et d'ailleurs, en ce temps, donc, de fait, le secteur a beaucoup de commandes. Au Burkina Faso, aujourd'hui, il faut dire que le secteur de l'élevage représente la 3e, donc, je dirais, activité au niveau du pays. Après, donc, l'exploitation de l'or, après le coton, vient donc l'élevage au niveau donc, du pays. Il faut également ajouter que le secteur de l'élevage représente environ 26% donc, des recettes d'exportation totale du pays, ce qui représente ici 18% donc, du produit intérieur brut au niveau du pays. Le secteur emploie environ 3,6 millions donc, de personnes au niveau du pays, c'est-à-dire il y a environ 3 600 000 personnes qui vivent uniquement donc, de ce secteur-là. Pour les effets induits, donc, on évalue environ à 9 millions donc, de personnes qui bénéficient donc, de cette activité-là, ce qui représente pour le pays la 2e activité en termes de croissance au niveau du pays. C'est donc un secteur qui n'est pas négligé au niveau donc, du Burkina Faso. Casimir Pédion, on a constaté que les commandes viennent en majorité de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que justement le Burkina Faso s'organise pour y répondre efficacement?
Il faut dire, hein, Inès, que suite donc à la crise qui est arrivée au niveau du secteur donc des abats de viande, au niveau donc de certains pays de l'Amérique, notamment le Brésil, le Burkina Faso a retourné donc a revu sa position vis-à-vis donc de l'importation sauvage donc des viandes sur le continent et a fait donc appel au Burkina Faso pour pouvoir donc combler le déficit que pourrait avoir l'interdiction donc des viandes qui sont issues donc des fermes brésiliennes, et donc le Burkina Faso a été sollicité. Alors à la date d'aujourd'hui, il y a une demande d'environ 20 tonnes donc par semaine qui a été donc demandée au niveau pour le pays, pour le Burkina Faso, et donc le Burkina Faso devra fournir par semaine 20 tonnes donc de viande, que ce soit sur le plan donc des ovins, que ce soit au niveau des bovins ou bien des caprins. La demande est aujourd'hui forte et le Burkina Faso a donc du boulot, a donc du travail. Il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui pour les éleveurs burkinabés de pouvoir satisfaire la demande venant donc de la Côte d'Ivoire. En dehors de la Côte d'Ivoire, il faut également dire que les pays de l'UEMOA tels que le Niger, tels que donc le Tchad, même si c'est aussi des pays éleveurs, sollicitent le Burkina Faso. Il y a également des pays comme le Bénin, comme le Togo, qui également demandent une main-d'œuvre forte au Burkina Faso pour pouvoir combler donc le déficit en termes donc de viande, d'abat de viande, mais aussi en termes donc de ces animaux-là vivants, parce qu'il faut le dire, c'est des pays à connotation musulmane et qui ont forcément besoin parfois de ces viandes-là pour pouvoir satisfaire leur, je dirais, besoins religieux. Mais est-ce que tout ceci ne va pas favoriser une certaine spéculation dans la sous-région ouest-africaine? L'État s'est engagé donc dans la régulation des prix et il faut dire, selon donc les études, selon les enquêtes, environ aujourd'hui l'État a contrôlé le prix à la consommation pour l'exportation et ça tourne autour de 1800 francs CFA le kilogramme au niveau donc de l'exportation, ce qui permet donc au pays de stabiliser le coût à l'exportation, ce qui empêche donc les commerçants véreux de passer outre les prescriptions donc au niveau de la sous-région. Et sur le plan donc local, le ministère donc de l'élevage, de commun accord avec le ministère du commerce, ont également fait un travail pour maintenir, pour stabiliser le prix autour de 1250 francs le kilogramme, ce qui permet donc aux Burkinabés, aux consommateurs de pouvoir disposer donc de cette viande. Cependant, il y a un petit risque ici qu'il faut craindre, c'est que l'éleveur peut choisir donc nourrir le secteur local, comme il peut décider donc d'envoyer la viande au niveau du Burkina Faso. Justement, est-ce qu'aujourd'hui la viande est suffisamment disponible sur le territoire burkinabé? C'est la crainte aujourd'hui au niveau donc de certaines grandes villes comme Ouaga, comme Bobo-Dioulasso et bien d'autres, où aujourd'hui la viande bovine se fait de plus en plus rare parce que les gens préfèrent... C'est plus rentable d'exporter. Merci beaucoup Inès. C'est plus rentable donc d'envoyer la viande au niveau donc de la Côte d'Ivoire que de laisser la viande sur le plan local. Et aussi par rapport à ça, il y a beaucoup donc de difficultés telles que la conservation des viandes et également les tracasseries liées donc à l'exportation que le pays doit essayer aujourd'hui de corriger pour faire face donc à la demande et surtout pour être beaucoup plus efficace. En tout cas, le Burkina Faso a l'opportunité aujourd'hui d'asseoir une politique cohérente en termes donc d'exportation de la viande pour pouvoir engranger beaucoup de devises. Merci beaucoup Casimir Kouedior, merci pour toutes ces explications. Rendez-vous sur ce plateau au prochain numéro du Journal de l'économie. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, nous voici à la fin de ce numéro. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. On se retrouve au prochain numéro.